Est-ce que tu veux vraiment parler français comme si c'était ta langue maternelle? Est-ce que tu veux comprendre les gens autour de toi? Aujourd'hui, on va parler de ta routine quotidienne. C'est quelque chose que tu fais chaque jour. Et c'est très utile pour apprendre le français. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que tu vas repartir avec du vocabulaire, des expressions et une vraie compréhension de comment les francophones parlent dans leur vie de tous les jours. Avant de continuer, j'aimerais vraiment savoir d'où tu nous regardes aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ton pays, ça me ferait vraiment plaisir de voir d'où vient notre belle communauté. Est-ce que tu es au Brésil, au Mexique, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en Turquie, en Inde, au Nigeria, en Indonésie, en Corée du Sud? Peut-être en Espagne, en Russie, au Canada, en Australie, en Chine ou au Maroc. Écris ton pays dans les commentaires maintenant, je lis toujours vos messages et ça m'inspire vraiment pour créer du contenu qui vous correspond. Alors, commençons par le début. Le tout début. Le moment où la journée commence pour beaucoup d'entre nous. Le matin, c'est souvent le moment le plus difficile. Le réveil sonne et on n'a pas envie de bouger. En français, quand le réveil sonne, on dit que l'alarme se déclenche, ou tout simplement que le réveil sonne. Et le premier sentiment que beaucoup de gens connaissent le matin, c'est la flemme. La flemme, c'est ce mot magnifique qui décrit cette envie de ne rien faire, cette résistance à se lever, à commencer la journée. On dit, j'ai la flemme de me lever. Tu connais ce sentiment, non, mon ami? Bien sûr que tu le connais. Quand on se réveille le matin, on se dit souvent encore 5 minutes. C'est une expression très française. Encore 5 minutes. Et ces 5 minutes deviennent 10, puis 20, et soudain on est en retard. En retard, c'est quand tu arrives après l'heure prévue. Je suis en retard. Je vais être en retard. Il ne faut pas être en retard. Mais reprenons. On se lève. Le verbe se lever est un verbe pronominal, c'est-à-dire qu'il s'utilise avec un pronom qui renvoie au sujet. Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Et tu remarques que le E dans lève disparaît à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. C'est parce que la syllabe devient tonique dans certaines formes. Ça peut sembler compliqué au début, mais avec la pratique, ça devient naturel. Donc on se lève. On est encore à moitié endormi. À moitié endormi, c'est une belle expression. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement réveillé. On traîne les pieds. Traîner les pieds, c'est à la fois une description physique de quelqu'un qui marche lentement en glissant les pieds sur le sol, et une expression idiomatique qui signifie qu'on fait quelque chose sans enthousiasme, qu'on n'est pas pressé. Il traîne les pieds pour aller travailler. Tu vois, cette expression fonctionne dans les deux sens. La première chose que beaucoup de gens font le matin, c'est regarder leur téléphone. Oui, on sait tous que ce n'est pas la meilleure habitude, mais soyons honnêtes, mon ami. On déverrouille l'écran, on vérifie les messages, on regarde les réseaux sociaux. Déverrouiller, c'est le contraire de verrouiller. Quand tu mets un cadenas, tu verrouilles. Quand tu l'enlèves, tu déverrouilles. Sur le téléphone, c'est pareil. Après avoir regardé le téléphone, on va généralement dans la salle de bain. La salle de bain,
c'est la pièce où on se lave. En France, on dit souvent la salle de bain ou la salle de bain, les deux formes sont acceptées. Là, on fait sa toilette. Faire sa toilette, c'est une expression un peu ancienne mais encore utilisée, qui veut dire se laver, se préparer physiquement. Ça inclut se brosser les dents, se laver le visage, prendre une douche ou un bain, et pour certaines personnes, se raser ou se maquiller. Commençons par se brosser les dents. Se brosser les dents, c'est un autre verbe pronominal. Je me brosse les dents. On utilise une brosse à dents et du dentifrice. La brosse à dents, c'est l'objet lui-même. Le dentifrice, c'est le produit qu'on met dessus. En France, on entend aussi souvent le mot le dentifrice remplacé par le mot pâte dentifrice. Ce sont des synonymes. Ensuite, il y a la douche. Prendre une douche ou se doucher. Les deux verbes existent. Je prends une douche ou je me douche. La douche, en France, c'est souvent rapide le matin. Les Français ne sont pas connus pour passer des heures sous la douche le matin, c'est plutôt le soir pour certains, mais ça dépend vraiment des habitudes de chacun. L'eau chaude, l'eau froide. Certains commencent avec de l'eau chaude et finissent avec de l'eau froide pour se réveiller complètement. On appelle ça une douche écossaise. La douche écossaise, ça fait référence à une méthode traditionnelle, et c'est entré dans la langue courante pour décrire ce changement de température. On se lave les cheveux avec du shampoing. On se rince. Rincer, c'est enlever le produit avec de l'eau. Puis on utilise parfois de l'après-shampoing, qu'on appelle aussi le baume capillaire ou simplement l'après-shampoing. Capillaire, c'est un adjectif qui concerne les cheveux. Les soins capillaires, c'est tout ce qui concerne les soins des cheveux. Après la douche, on s'essuie avec une serviette. S'essuyer, c'est un autre verbe pronominal. On s'essuie le visage, les bras, le corps. La serviette de bain, c'est la grande serviette qu'on utilise après la douche. Ne la confonds pas avec la serviette de table, qui elle s'utilise pendant les repas. C'est le même mot mais deux objets différents selon le contexte. Il y a des gens qui se rasent le matin. Se raser, encore un verbe pronominal. Je me rase. On utilise un rasoir. Un rasoir mécanique ou un rasoir électrique. La mousse à raser, c'est le produit qu'on met sur le visage avant de passer le rasoir. Après, certains utilisent un après-rasage, qu'on appelle aussi le aftershave, même si en français on dit plutôt l'après-rasage. Pour ceux qui se maquillent, la routine peut être plus longue. Se maquiller, c'est appliquer des produits de beauté sur le visage. Le fond de teint, c'est le produit de base qui unifie le teint de la peau. Le mascara, c'est pour les cils. Le rouge à lèvres, c'est pour les lèvres. Le fard à paupières, c'est pour les yeux. Ces mots sont très utiles si tu veux parler de la vie quotidienne en français. Après la salle de bain, on s'habille. S'habiller, encore un verbe pronominal. Je m'habille, tu t'habilles, il s'habille. Choisir ses vêtements le matin peut être simple ou compliqué selon les personnes. Certains préparent leurs vêtements la veille pour gagner du temps. La veille, c'est le jour avant. Préparer la veille, c'est très pratique et c'est une habitude qu'on recommande souvent pour être plus organisé.
Les vêtements du quotidien en français. Un t-shirt, un jean, un pull, un sweatshirt, une veste, un manteau pour l'hiver, des chaussures, des baskets, des chaussettes, des sous-vêtements. Les baskets, c'est le mot français pour désigner les chaussures de sport, les sneakers. Ce mot est très courant dans le français de tous les jours. Maintenant on arrive au moment très important du matin, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée. En France, le petit déjeuner traditionnel est différent de ce qu'on mange dans d'autres pays. Ce n'est pas un repas chaud avec des œufs et du bacon comme dans certains pays anglophones. Le petit déjeuner français, c'est souvent du pain, du beurre, de la confiture et une boisson chaude. La boisson chaude, c'est souvent le café. Le café, en France, c'est sacré. On dit que les Français aiment leur café. Un café, ça peut être un expresso, court et fort. Un café allongé, c'est un expresso avec plus d'eau, donc plus dilué. Un café au lait, c'est du café avec beaucoup de lait. Un cappuccino, c'est du café avec du lait mousseux. Et le café crème, c'est un café avec de la crème ou du lait, servi dans un grand verre ou une grande tasse. Pour ceux qui ne boivent pas de café, il y a le thé. Le thé noir, le thé vert, le thé blanc, les infusions. Une infusion, c'est une boisson chaude faite en laissant tremper des plantes dans de l'eau chaude. La camomille, la verveine, la menthe. Ces plantes sont très populaires en France pour les infusions du soir, mais certaines personnes les boivent aussi le matin. Le pain, en France, c'est quelque chose de très sérieux. Une baguette, c'est le pain français par excellence. Long, fin, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Croustillant, c'est quand quelque chose fait du bruit quand tu le coupes ou tu le mordes, quand la croûte est dure et légère à la fois. Moelleux, c'est quand quelque chose est doux, tendre, agréable à manger. Ces deux adjectifs, croustillant et moelleux, sont très utilisés pour décrire les aliments français. On mange aussi des tartines le matin. Une tartine, c'est une tranche de pain avec quelque chose dessus. Une tartine de beurre, une tartine de confiture. La confiture, c'est du fruit cuit avec du sucre. La confiture de fraises, de framboises, d'abricots. Le beurre, c'est le beurre. Et certains préfèrent le miel sur leur tartine. Le miel, c'est le produit fabriqué par les abeilles. Il y a aussi des gens qui mangent des céréales le matin. Les céréales, c'est le mot français pour désigner ces petits morceaux que l'on met dans un bol avec du lait. Les cornflakes, les mueslis, les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est ce qu'on appelle en anglais oatmeal. C'est une option très populaire chez les gens qui font attention à leur santé, à leur alimentation. Mon ami, tu remarques quelque chose d'intéressant dans notre langue? Les repas en français ont des noms très différents selon l'heure. Le petit déjeuner, c'est le matin. Le déjeuner, c'est à midi, le repas du milieu de la journée. Le dîner, c'est le soir. Et il y a aussi le goûter, qui est une collation de l'après-midi, surtout pour les enfants, généralement vers 16 ou 17 heures. 4 heures de l'après-midi en France, c'est l'heure du goûter pour les enfants. C'est une vraie tradition. Après le petit déjeuner, la journée commence vraiment. Pour beaucoup de gens, il faut aller travailler ou étudier. Le trajet pour aller au travail ou à l'école,
on appelle ça le trajet ou les transports. En France, dans les grandes villes, beaucoup de gens prennent les transports en commun. Les transports en commun, c'est le métro, le bus, le tramway, le RER autour de la région parisienne, le train. Prendre le métro le matin, c'est une expérience particulière. Aux heures de pointe, le métro est bondé. Bondé, c'est quand quelque chose est complètement plein, rempli de personnes ou d'objets. Le métro est bondé aux heures de pointe. Les heures de pointe, ce sont les heures où il y a le plus de monde dans les transports, généralement de 7 h à 9 h du matin et de 17 h à 19 h le soir. Dans le métro, les gens lisent, regardent leur téléphone, écoutent de la musique. Écouter de la musique, c'est une activité très fréquente dans les transports. On met des écouteurs. Les écouteurs, ce sont les petits appareils qu'on met dans les oreilles pour écouter de la musique ou des podcasts. Ou alors on met un casque. Le casque, c'est le grand objet qu'on met sur la tête et les oreilles. Pour ceux qui vivent à la campagne ou dans des villes où les transports en commun sont moins développés, on va au travail en voiture. Conduire, c'est le verbe. Je conduis, tu conduis, il conduit. Et les embouteillages, c'est la plaie de ceux qui conduisent aux heures de pointe. Un embouteillage, c'est quand les voitures ne bougent plus sur la route parce qu'il y a trop de circulation. On dit aussi être dans les bouchons. Les bouchons, au sens littéral, c'est ce qu'on met sur une bouteille de vin pour la fermer. Mais dans l'expression être dans les bouchons, ça veut dire être coincé dans un embouteillage. Et être coincé, c'est ne pas pouvoir avancer, être bloqué. Il y a aussi des gens qui font du vélo pour aller au travail. Le vélo, c'est une option de plus en plus populaire dans les villes françaises. On dit aller au travail à vélo ou faire du vélo. Certaines villes ont mis en place des pistes cyclables, c'est-à-dire des voies réservées aux vélos sur les routes. C'est très pratique et plus écologique que la voiture. Écologique, c'est ce qui respecte l'environnement, la nature. Maintenant, parlons du travail ou des études. Arriver au bureau ou à l'école, c'est une autre étape de la journée. Au bureau, on pose ses affaires, on allume l'ordinateur, on regarde ses mails. Les mails ou les courriels, les deux termes existent en français. Mail, c'est le terme anglais qui est passé dans le français courant. Courriel, c'est le terme officiel recommandé par l'Académie française et utilisé notamment au Québec. Dans la vie quotidienne en France, les gens disent surtout mail. Vérifier ses mails le matin, c'est souvent la première chose qu'on fait au bureau. On répond aux messages urgents, on supprime les spams. Le spam, c'est le courrier indésirable, les publicités qu'on n'a pas demandées. Supprimer, c'est effacer, enlever. La matinée au travail passe souvent vite. On a des réunions, des appels téléphoniques, des tâches à accomplir. Une réunion, c'est quand plusieurs personnes se retrouvent pour discuter d'un sujet professionnel. Une tâche, c'est un travail à faire, une chose à accomplir. Et accomplir, c'est finir, réaliser quelque chose. Dans les bureaux français, il y a souvent une pause café dans la matinée. La pause café, c'est un moment de détente où on s'arrête de travailler pour prendre un café et discuter avec ses collègues. Les collègues, ce sont les personnes avec qui on travaille. La pause café est un moment social important dans la culture de travail française. On parle de tout et de rien, on échange des nouvelles, on se détend un peu avant de reprendre le travail.
Et puis arrive le déjeuner. En France, le déjeuner est un repas important. Contrairement à certains pays où les gens mangent un sandwich rapidement à leur bureau, en France, la pause déjeuner est souvent d'1 heure. Et pendant cette heure, beaucoup de gens mangent vraiment, assis, avec un repas complet. On peut manger à la cantine si on travaille dans une grande entreprise ou une école. La cantine, c'est le restaurant d'entreprise ou scolaire où on peut manger à un prix réduit. On peut aussi aller dans un restaurant près du bureau. Ou certains amènent leur repas de chez eux, dans une boîte repas. La boîte repas, qu'on appelle aussi la lunchbox, c'est le récipient dans lequel on transporte son repas fait maison. Un repas français complet, même au déjeuner, comprend souvent une entrée, un plat principal et parfois un dessert. L'entrée, c'est la première partie du repas. Ça peut être une salade, une soupe, une tranche de charcuterie. Le plat principal, c'est le cœur du repas, avec de la viande ou du poisson et des légumes ou des féculents. Les féculents, ce sont les aliments riches en amidon, comme le riz, les pâtes, les pommes de terre. Le pain est souvent présent sur la table pendant tout le repas. Et le dessert, c'est la partie sucrée à la fin, un yaourt, un fruit, un gâteau. Après le déjeuner, certains ont envie de faire une sieste. La sieste, c'est une courte période de sommeil pendant la journée. En France, la sieste n'est pas aussi culturellement intégrée qu'en Espagne ou dans d'autres pays méditerranéens, mais beaucoup de Français apprécient l'idée d'une courte sieste de 20 minutes après le déjeuner pour recharger les batteries. Recharger les batteries, c'est une expression imagée qui signifie récupérer de l'énergie, comme on recharge un téléphone quand il n'a plus de batterie. L'après-midi au travail, on reprend ses tâches. Pour beaucoup, c'est le moment le plus difficile de la journée, surtout entre 14h et 15h, quand la digestion est en cours et qu'on a tendance à avoir sommeil. Avoir sommeil, c'est ressentir l'envie de dormir. Ce n'est pas la même chose qu'être fatigué. On peut être fatigué sans avoir sommeil, et avoir sommeil sans être particulièrement fatigué. Les réunions de l'après-midi peuvent être longues et difficiles à suivre quand on est dans cet état. Suivre une réunion, c'est comprendre ce qui se passe, rester attentif à la conversation. Rester attentif, c'est garder sa concentration sur quelque chose. En fin d'après-midi, les gens commencent à penser à rentrer chez eux. Rentrer chez soi, c'est retourner à la maison. On ramasse ses affaires, on éteint l'ordinateur, on dit au revoir à ses collègues. Au revoir, c'est la formule standard pour prendre congé. À demain, c'est ce qu'on dit quand on se reverra le lendemain. Bonne soirée, c'est ce qu'on dit pour souhaiter une bonne soirée à quelqu'un qu'on quitte. Mon ami, tu vois comme le français est riche de ces petites expressions du quotidien? Chaque moment de la journée a ses formules, ses mots particuliers, et c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter le français naturel, tel qu'il est parlé dans la vraie vie. Le soir, après le travail, la routine continue. Il y a des courses à faire, peut-être. Faire les courses, c'est aller au magasin pour acheter de la nourriture et d'autres produits de la maison. On fait les courses au supermarché, au marché, à la boulangerie, à la boucherie, à la fromagerie. La boulangerie, c'est l'endroit où on achète le pain et les pâtisseries. La boucherie, c'est l'endroit où on achète la viande. La fromagerie, c'est l'endroit où on achète le fromage. En France, le fromage est une chose très sérieuse. Il y a des centaines de variétés de fromages français, et les Français y sont très attachés. Faire les courses au marché,
c'est une expérience très française. Les marchés sont ouverts le matin, généralement 2 ou 3 jours par semaine selon les communes. Une commune, c'est une ville ou un village administratif. Au marché, on trouve des produits frais, locaux et de saison. De saison, c'est quand les produits sont naturellement disponibles à cette période de l'année. Les légumes et les fruits de saison sont généralement meilleurs et moins chers. Après les courses, on rentre à la maison et on commence à préparer le dîner. Préparer le dîner ou faire la cuisine ou cuisiner. Ces 3 expressions veulent dire la même chose. Certaines personnes adorent cuisiner, c'est pour eux un moment de détente et de créativité. D'autres le font par obligation et préfèrent aller au restaurant ou commander à livrer. Commander à livrer, c'est passer une commande à un restaurant qui vous apporte la nourriture chez vous, à domicile. À domicile, c'est à la maison. En France, cuisiner est souvent une activité sociale. Si on est en famille, on peut cuisiner ensemble. Les enfants aident parfois à préparer les repas, ce qui est une bonne façon de leur apprendre à cuisiner et de passer du temps ensemble. Ensemble, c'est un mot simple mais important. Faire des choses ensemble, c'est une valeur centrale dans beaucoup de familles françaises. La cuisine française est connue dans le monde entier. Mais la cuisine de tous les jours, ce n'est pas nécessairement la haute cuisine des grands restaurants. C'est du poulet rôti avec des légumes, des pâtes avec une sauce tomate, une quiche, une omelette, une soupe. Des plats simples, faits avec de bons ingrédients, préparés avec soin. Avec soin, c'est avec attention, avec amour, en faisant bien les choses. Pendant la préparation du dîner, on écoute peut-être de la musique, une émission de radio ou un podcast. Le podcast, c'est un programme audio qu'on peut écouter quand on veut. Il existe des milliers de podcasts en français sur tous les sujets possibles, la culture, l'histoire, la politique, les sciences, la comédie, la vraie vie. C'est un excellent moyen d'améliorer son français tout en faisant autre chose, comme cuisiner ou se promener. Le dîner est servi. En France, comme je l'ai dit pour le déjeuner, le dîner peut aussi être composé de plusieurs parties. Mais en semaine, quand les gens sont fatigués, on mange souvent quelque chose de plus simple. Une salade composée, c'est une salade avec plusieurs ingrédients mélangés, comme de la laitue, des tomates, du thon, des œufs durs. Des œufs durs, ce sont des œufs bouillis longtemps pour que le jaune soit complètement cuit. Un plat de pâtes, du riz avec des légumes sautés. Sauté, c'est cuit à la poêle avec un peu d'huile ou de beurre, à feu vif, en remuant régulièrement. À table, on parle. C'est une tradition française très forte. Le repas n'est pas seulement l'occasion de manger, c'est aussi l'occasion de discuter, de partager sa journée, de raconter des histoires. Les enfants racontent ce qui s'est passé à l'école. Les adultes parlent de leur travail, des nouvelles, de projets pour le week-end. La conversation à table est quelque chose de très précieux dans la culture française. On dit souvent à table pour appeler les gens à manger. C'est une formule simple et directe. À table. Ça veut dire venez manger, le repas est prêt. Et quand tout le monde est assis, on dit souvent bon appétit avant de commencer à manger. Bon appétit, c'est une formule de politesse française qu'on dit avant un repas pour souhaiter que les gens apprécient leur nourriture. C'est une formule très courante et très ancrée dans les habitudes françaises. Après le dîner, on débarrasse la table.
Débarrasser la table, c'est enlever les assiettes, les verres, les couverts et les mettre dans la cuisine pour les laver. Les couverts, c'est le nom collectif pour désigner les fourchettes, les couteaux et les cuillères. On fait la vaisselle, c'est-à-dire qu'on lave les ustensiles, les assiettes et les verres. Certains ont un lave-vaisselle, une machine qui fait la vaisselle automatiquement. D'autres font la vaisselle à la main. Faire la vaisselle à la main peut être un moment agréable ou désagréable, selon les personnes et l'humeur du moment. Certains profitent de ce moment pour écouter de la musique ou un podcast, comme pendant la cuisine. D'autres le trouvent monotone et l'évitent au maximum. Monotone, c'est quelque chose qui est ennuyeux parce qu'il manque de variété. Après le dîner et la vaisselle, la soirée est libre. Libre, c'est quand on n'a pas d'obligation, quand on peut faire ce qu'on veut. Et que font les gens le soir en France? Eh bien, les activités sont très diverses. Certains regardent la télévision. La télévision, ou la télé pour être plus court, reste un médium très présent dans les foyers français. Les émissions préférées des Français incluent les séries, les films, les documentaires, les émissions de cuisine, les journaux télévisés. Le journal télévisé, c'est le programme d'information à la télévision, généralement le soir à 20h. D'autres préfèrent regarder des séries sur les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming proposent des milliers de films et de séries en streaming, c'est-à-dire qu'on les regarde directement sur Internet sans les télécharger. Regarder des séries en français, avec les sous-titres en français, c'est une excellente façon d'améliorer son niveau de langue tout en se divertissant. Il y a des gens qui lisent le soir. Lire un livre, c'est une activité qu'on recommande souvent pour s'endormir plus facilement, parce que contrairement à l'écran de téléphone ou de télévision, la lecture ne stimule pas trop le cerveau avant de dormir. Un livre, un magazine, un journal. Les Français lisent assez, même si comme dans beaucoup de pays, les habitudes de lecture ont changé avec l'arrivée des écrans. Certaines personnes font du sport le soir. Aller à la salle de sport, courir dans le parc, faire du yoga, de la natation. La salle de sport, c'est le gym en français. On s'y abonne, c'est-à-dire qu'on paie un abonnement mensuel pour avoir accès à toutes les machines et les cours. Un abonnement, c'est un contrat où on paie régulièrement pour avoir accès à un service. Le yoga est de plus en plus populaire en France, et dans beaucoup d'autres pays aussi. Le yoga, c'est une pratique qui combine des postures physiques, la respiration et la méditation. La méditation, c'est le fait de se concentrer sur sa respiration et ses pensées pour se calmer et se recentrer. Se recentrer, c'est retrouver son équilibre intérieur, ne plus se laisser déborder par le stress de la journée. D'autres vont voir des amis le soir, surtout pendant le week-end. Voir des amis, c'est se retrouver avec ses amis pour passer du temps ensemble. On peut aller au restaurant, au cinéma, dans un bar. Le bar, en France, c'est un endroit où on va pour boire quelque chose, souvent de l'alcool, mais aussi des jus de fruits ou des boissons sans alcool, et pour socialiser. Socialiser, c'est être en contact avec d'autres personnes, parler, rire, partager des moments. Et mon ami, il y a quelque chose d'important dans la vie sociale française, l'apéritif. L'apéritif, ou l'apéro dans le langage familier, c'est un moment de partage avant le repas où on boit quelque chose et on mange de petites choses à grignoter. Grignoter, c'est manger de petites quantités de nourriture en dehors des repas principaux. Les petites choses qu'on mange à l'apéro s'appellent des amuse-bouches ou des grignotines ou des biscuits apéritifs. Des chips, des olives, des cacahuètes, des petits gâteaux salés.
Salé, c'est le contraire de sucré. Les biscuits salés ont du sel mais pas de sucre. L'apéro peut durer longtemps. En France, l'apéro peut facilement durer 1 heure ou 2, parce que les conversations s'enchaînent, les gens se détendent, et parfois l'apéro remplace carrément le dîner. On appelle ça un apéro dînatoire. Dînatoire, c'est un adjectif qui vient du mot dîner, et ça désigne un apéritif suffisamment copieux pour remplacer le repas du soir. Copieux, c'est quand quelque chose est en grande quantité, quand il y a beaucoup de nourriture. Revenons à la soirée à la maison. Pour les familles avec des enfants, il y a tout d'abord le bain des enfants. Donner le bain aux enfants, c'est les laver dans la baignoire. La baignoire, c'est ce grand récipient dans la salle de bain où on se baigne. Beaucoup de familles préfèrent donner le bain aux enfants le soir plutôt que le matin, pour les relaxer avant de dormir. Après le bain, c'est l'heure d'aller se coucher pour les enfants. Se coucher, c'est aller au lit pour dormir. Mon ami, tu vois qu'on a encore un verbe pronominal. Je me couche, tu te couches, il se couche. Et l'heure du coucher des enfants est souvent un moment de rituel. On lit une histoire. Une histoire, c'est un conte, une narration, quelque chose qu'on raconte. Lire une histoire avant de dormir, c'est une tradition dans beaucoup de familles françaises. L'enfant choisit son livre préféré, on s'assoit à côté de lui et on lit à voix haute. À voix haute, c'est quand on parle pour que les autres puissent entendre, le contraire de lire dans sa tête, c'est-à-dire lire en silence. Les histoires pour enfants en français sont très riches. Il y a des classiques comme Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est aussi lu par beaucoup d'adultes dans le monde entier, ou les contes de Perrault, ou les albums de Babar l'éléphant. Ces histoires font partie de la culture française et beaucoup d'adultes les ont découvertes dans leur enfance. Après avoir mis les enfants au lit, les adultes ont encore un peu de temps pour eux. Ce temps personnel est important. Prendre du temps pour soi, c'est s'accorder un moment où on fait quelque chose qui nous fait du bien, qui nous repose ou qui nous stimule, sans penser aux obligations. Lire, regarder une série, prendre un bain chaud, appeler un ami. Appeler un ami, c'est téléphoner à quelqu'un, passer un coup de fil. Un coup de fil, c'est une expression familière pour désigner un appel téléphonique. Passer un coup de fil à quelqu'un, c'est lui téléphoner. On peut aussi envoyer un message. Un message texte, c'est un SMS, et avec les applications de messagerie comme WhatsApp, on envoie des messages vocaux aussi. Un message vocal, c'est un message audio qu'on enregistre et qu'on envoie. Mon ami, en France comme dans beaucoup de pays, les gens passent beaucoup de temps sur leur téléphone le soir. C'est une réalité. Les réseaux sociaux, les vidéos, les messages. Et beaucoup d'experts recommandent de poser son téléphone au moins 1 heure avant de dormir pour améliorer la qualité du sommeil. La qualité du sommeil, c'est à quel point ton sommeil est bon, réparateur, profond. Réparateur, c'est un bel adjectif en français. Un sommeil réparateur, c'est un sommeil qui répare le corps et l'esprit, qui permet de récupérer vraiment. Le contraire, c'est un sommeil agité. Agité, c'est quand on bouge beaucoup dans son sommeil, quand on a du mal à rester calme, quand on se réveille plusieurs fois dans la nuit. Et puis vient le moment de se préparer pour dormir. Se préparer pour dormir, c'est toute une routine. Certaines personnes ont une routine du soir très élaborée. Elles nettoient leur visage, appliquent une crème hydratante, mettent leur pyjama.
Le pyjama, c'est la tenue qu'on porte pour dormir. La crème hydratante, c'est un produit qu'on met sur la peau pour la garder douce et bien nourrie. Hydratante, c'est ce qui apporte de l'humidité à la peau, ce qui la nourrit. Se brosser les dents une deuxième fois, c'est quelque chose que la plupart des gens font aussi le soir. Se brosser les dents après le dîner est important pour l'hygiène bucco-dentaire. Bucco-dentaire, c'est ce qui concerne la bouche et les dents. L'hygiène, c'est l'ensemble des pratiques qui permettent de rester en bonne santé et propre. Enfin, on se met au lit. Se mettre au lit, c'est aller dans le lit, s'allonger, se couvrir. La couette, c'est la grande couverture épaisse qu'on utilise en hiver. L'édredon, c'est une couverture encore plus épaisse remplie de duvet. En été, beaucoup de gens utilisent un simple drap. Le drap, c'est le tissu qui recouvre le matelas ou qu'on utilise comme couverture légère en été. On pose la tête sur l'oreiller. L'oreiller, c'est le coussin qu'on place sous la tête pour dormir. Certaines personnes dorment avec un seul oreiller, d'autres préfèrent en avoir 2 ou même 3 pour être bien installés. Et là, on essaie de s'endormir. S'endormir, c'est passer de l'état éveillé à l'état de sommeil. Certaines personnes s'endorment en quelques minutes. D'autres mettent du temps, elles pensent à tout ce qu'elles doivent faire le lendemain, aux problèmes non résolus, aux conversations de la journée. On appelle ça ruminer. Ruminer, c'est au sens propre ce que font les vaches quand elles remâchent leur nourriture, mais au sens figuré, ça signifie penser de façon répétitive à quelque chose, souvent quelque chose de négatif ou de stressant. Pour aider à s'endormir, certaines personnes lisent quelques pages d'un livre. D'autres écoutent de la musique douce ou des sons de la nature. Des sons de la nature, c'est par exemple le bruit de la pluie, du vent dans les arbres, des vagues de l'océan. Ces sons sont souvent utilisés pour se détendre et faciliter l'endormissement. Il y a aussi des personnes qui pratiquent la méditation de pleine conscience avant de dormir. La pleine conscience, c'est la traduction française de mindfulness. C'est le fait de porter son attention au moment présent, sans jugement, en observant ses pensées, ses émotions et ses sensations sans s'y accrocher. S'accrocher à quelque chose, c'est ne pas le laisser partir, rester fixé dessus. Et puis le sommeil arrive, progressivement. Les paupières deviennent lourdes. Les paupières, c'est la peau qui recouvre les yeux et qu'on ferme pour dormir. Lourdes, dans ce contexte, ça signifie qu'elles ont du mal à rester ouvertes, qu'elles veulent se fermer. Et on s'endort. Le cycle recommence le lendemain. Et c'est ça, la vie quotidienne, mon ami. Ce sont ces petits moments qui forment nos journées, ces habitudes que nous répétons chaque jour et qui donnent une structure et un sens à notre vie. Parlons maintenant du week-end, parce que la routine du week-end est souvent différente de celle de la semaine. Le week-end, en France, c'est le samedi et le dimanche. C'est le moment où on se lève plus tard, où on prend le temps. On dit souvent faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée, c'est dormir plus longtemps que d'habitude le matin, se lever tard sans avoir à aller travailler. C'est un luxe apprécié par beaucoup de Français. Le samedi matin, certains vont au marché. J'en ai parlé tout à l'heure. Le marché du samedi matin est souvent le plus grand, le plus animé. Animé, c'est quand il y a beaucoup de vie, de mouvement, de bruit, d'activité. Un marché animé, c'est un marché où il y a beaucoup de monde, beaucoup de vendeurs, beaucoup d'ambiance.
On y fait ses courses pour la semaine, ou au moins pour le week-end. On choisit ses légumes, ses fruits, son fromage, son pain. Le week-end, c'est aussi le moment pour faire le ménage. Faire le ménage, c'est nettoyer la maison. Passer l'aspirateur, c'est utiliser un aspirateur pour enlever la poussière et les saletés du sol. Faire la poussière, c'est nettoyer les surfaces en enlevant la couche de poussière qui s'y est déposée. Laver le sol, c'est nettoyer le sol avec de l'eau et un produit nettoyant. Nettoyer la salle de bain, c'est frotter les toilettes, le lavabo, la douche ou la baignoire. Faire la lessive, c'est laver les vêtements à la machine à laver. La machine à laver, c'est l'appareil électroménager qui lave les vêtements. Les appareils électroménagers, c'est l'ensemble des machines qui utilisent l'électricité et qu'on utilise à la maison. Le réfrigérateur, le lave-vaisselle, la machine à laver, le four, le micro-ondes. Mon ami, le vocabulaire du ménage est très utile au quotidien et peut enseigner dans les cours de français traditionnels. Alors retiens bien ces mots. Le week-end, il y a aussi les activités de loisirs. Les loisirs, c'est tout ce qu'on fait pour se divertir et se détendre en dehors du travail. Les loisirs sont très importants pour l'équilibre de vie. En France, on dit souvent qu'il faut avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. On appelle ça le work-life balance en anglais, et en français on dit l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Certains profitent du week-end pour sortir dans la nature. Se promener, c'est marcher sans destination précise pour le plaisir, pour profiter de l'air frais et du paysage. Faire une randonnée, c'est marcher sur un chemin balisé dans la nature, souvent en montagne ou en forêt, pendant plusieurs heures. Un chemin balisé, c'est un chemin avec des marques, des panneaux, qui indiquent la direction à suivre. La France est un pays avec une grande diversité de paysages. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, la Bretagne avec ses côtes rocheuses, la Provence avec ses champs de lavande. La lavande, c'est une plante aux fleurs violettes très parfumées, typique du sud de la France. Toutes ces régions offrent des possibilités extraordinaires pour les randonnées et les activités en plein air. D'autres passent le week-end à visiter des musées ou des expositions. Un musée, c'est un lieu où on peut voir des œuvres d'art, des objets historiques, des collections scientifiques. Une exposition, c'est une présentation temporaire d'œuvres ou d'objets sur un thème particulier. En France, et surtout à Paris, les musées sont nombreux et souvent gratuits le premier dimanche du mois. Le cinéma, c'est aussi une activité très populaire le week-end. Aller au cinéma, voir un film. En France, le cinéma est une industrie très développée et très respectée. Le cinéma français est connu dans le monde entier pour sa qualité artistique. Des réalisateurs comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, ou plus récemment des cinéastes contemporains, ont marqué l'histoire du cinéma mondial. Et pour les sportifs, le week-end c'est le moment pour pratiquer leur sport favori. Le football, le tennis, le rugby, le cyclisme, la natation, le basketball. Le sport est une partie importante de la culture française. Le Tour de France, c'est la course cycliste la plus célèbre du monde, et elle se déroule chaque été en France sur plusieurs semaines. Des centaines de milliers de personnes se déplacent sur le bord des routes pour regarder les coureurs passer. Mon ami, parlons maintenant de quelque chose de très important dans la routine française, les repas du week-end. Si en semaine les repas peuvent être rapides et simples, le week-end est souvent l'occasion de prendre le temps de cuisiner quelque chose de plus élaboré, de recevoir des amis ou de la famille à déjeuner ou à dîner.
Recevoir des gens, c'est les inviter chez soi pour manger. En France, recevoir des amis à dîner est une tradition très ancrée. On prépare un bon repas, on met la table de façon plus soignée, on sort les belles assiettes. Soigner, c'est fait avec soin, avec attention aux détails. Mettre la table, c'est disposer les assiettes, les verres, les couverts et les serviettes de table sur la table avant le repas. Le dimanche midi est souvent le repas de famille par excellence. En France, le déjeuner du dimanche est un repas important où la famille se retrouve. On fait un rôti, c'est-à-dire une pièce de viande cuite longtemps au four. Un rôti de bœuf, un rôti de porc, un poulet rôti. Ces plats qui nécessitent une longue cuisson sont parfaits pour le dimanche quand on a le temps. On prépare des légumes, une sauce, un dessert fait maison. Fait maison, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. Ça veut dire préparer à la maison, pas acheter tout prêt. Un gâteau fait maison, une soupe faite maison, de la confiture faite maison. C'est quelque chose de valorisé en France, l'idée de faire soi-même plutôt d'acheter tout préparé. Les repas en famille le dimanche durent longtemps. On mange, on parle, on rit, on partage des histoires. On reprend parfois du dessert. Reprendre, c'est prendre une deuxième portion de quelque chose. Tu veux reprendre du gâteau? Oui, il est délicieux. Délicieux, c'est excellent, très bon au goût. Savoureux, c'est également un adjectif pour décrire quelque chose qui a beaucoup de goût, qui est très bon. Après le déjeuner du dimanche, certaines familles restent à table à discuter pendant encore 1 heure ou plus. C'est ce qu'on appelle familièrement traîner à table ou rester à table. Le café de fin de repas, le petit café serré qu'on boit après manger pour terminer le repas et faciliter la digestion, c'est un rituel en soi. Un rituel, c'est une habitude répétée régulièrement, presque comme une cérémonie. Le dimanche après-midi, il y a souvent une douce mélancolie. La mélancolie du dimanche soir, les Français connaissent bien ça. C'est ce sentiment un peu triste qui arrive quand on sait que la semaine de travail recommence le lendemain. On a un peu envie que le week-end dure encore, que le dimanche soit un peu plus long. Certains combattent ce sentiment en faisant quelque chose d'agréable le dimanche après-midi, pour ne pas penser trop tôt au lundi matin. Le lundi matin, la semaine recommence. Et avec elle, la routine. Le réveil, la douche, le petit déjeuner, le trajet, le travail. Et même si ça peut sembler répétitif, c'est cette routine qui nous donne des repères. Les repères, ce sont des points de référence, des éléments stables qui nous aident à nous orienter dans la vie. La routine peut être rassurante parce qu'elle est prévisible. Rassurante, c'est ce qui rassure, ce qui diminue l'anxiété. Prévisible, c'est ce qu'on peut prévoir, anticiper. Mon ami, tu vois comment on peut parler de la routine de tous les jours en utilisant un vocabulaire riche et varié en français? Chaque moment de la journée est une occasion d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles façons de dire les choses. Ce qui est formidable avec le thème de la routine quotidienne, c'est que c'est universel. Peu importe où tu es dans le monde, tu as une routine. Tu te lèves, tu manges, tu travailles ou tu étudies, tu te détends, tu dors. Et maintenant, tu peux décrire tout ça en français. Essayons de mettre tout ça ensemble. Imagine que quelqu'un te demande en français, comment se passe ta journée typique? Tu peux répondre,
je me réveille vers 7 heures du matin. Je prends une douche rapide et je me prépare. Je prends un petit déjeuner léger, généralement une tartine avec du beurre et un café. Ensuite, je pars au travail. Je prends le bus parce que j'habite loin du centre. Pendant la journée, je travaille, je mange à midi avec des collègues. Le soir, je rentre chez moi, je fais à manger et je me détends devant la télévision ou avec un livre. Je me couche vers 22h ou 22h30. Voilà une description simple et naturelle d'une journée typique. Et maintenant tu sais comment la construire toi-même. Il y a quelques mots de temps utiles que je veux te donner. D'abord, ensuite, puis, après, avant, pendant, finalement. Ces mots s'appellent des connecteurs temporels, et ils permettent de relier les étapes d'une journée de façon fluide. D'abord, je me réveille. Ensuite, je prends une douche. Puis je prends le petit déjeuner. Après, je pars au travail. Pendant la journée, je travaille. Finalement, le soir, je rentre à la maison. Ces connecteurs sont essentiels pour raconter une suite d'événements en français. On les utilise constamment dans la langue orale et écrite. Ils donnent de la fluidité à ton discours, de la cohérence à tes phrases. Il y a aussi des expressions de fréquence très utiles. Toujours, c'est 100% du temps. Souvent, c'est beaucoup de fois. Parfois ou de temps en temps, c'est quelques fois mais pas régulièrement. Rarement, c'est très peu de fois. Jamais, c'est 0 fois. Je mange toujours un petit déjeuner. Je vais souvent au sport. Je mange parfois au restaurant. Je prends rarement un bain, je préfère la douche. Je ne mange jamais avant de me lever. Ces expressions de fréquence permettent de nuancer tes descriptions et de rendre ton français plus précis et plus naturel. Mon ami, terminons avec quelques expressions idiomatiques liées à la routine quotidienne. Les expressions idiomatiques, ce sont des expressions dont le sens ne peut pas être deviné juste en lisant les mots. Il faut les apprendre comme telles. Avoir le cafard, c'est se sentir triste, déprimé, sans énergie. Ce n'est pas lié au cafard, ces insectes nocturnes, même si l'image est un peu sombre. J'ai le cafard ce matin, je n'ai pas envie de me lever. Être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. L'humeur, c'est l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Je suis de bonne humeur quand j'ai bien dormi et que le soleil brille. Je suis de mauvaise humeur quand je suis fatigué ou stressé. Faire la tête, c'est bouder, montrer son mécontentement en gardant un visage fermé et en ne parlant pas. Il fait la tête depuis ce matin parce qu'on a oublié son anniversaire. Son anniversaire, c'est le jour de sa naissance, et l'oublier, c'est ne pas s'en souvenir, ne pas le fêter. Avoir du pain sur la planche, c'est avoir beaucoup de travail à faire. Ça vient de l'image du boulanger qui a une grande planche couverte de pain à cuire. J'ai du pain sur la planche cette semaine, il y a beaucoup de choses à terminer avant la fin du mois. Couper les ponts, c'est arrêter toute relation avec quelqu'un. Il a coupé les ponts avec ses anciens collègues après avoir changé de travail. Prendre les choses à cœur, c'est être très impliqué émotionnellement dans quelque chose, s'investir beaucoup. Elle prend toujours son travail à cœur. C'est quelqu'un de passionné et d'impliqué. Mon ami,
Il y a une dernière chose que je veux souligner avant de terminer ce parcours à travers la journée française. Le langage que les gens utilisent dans leur routine quotidienne est souvent différent du français formel qu'on apprend dans les manuels scolaires. Le français parlé, le français du quotidien, c'est souvent plus rapide, plus abrégé, plus familier. Par exemple, au lieu de dire je ne sais pas, beaucoup de Français disent je suis pas ou je sais pas. La négation n'est souvent omise à l'oral. Je ne sais pas devient je sais pas. Je ne veux pas devient je veux pas. Je n'ai pas faim devient j'ai pas faim. C'est très courant dans la langue orale, même si à l'écrit on conserve la négation complète avec ne. Il y a aussi des mots familiers très courants. Le boulot, c'est le travail en argot. Le fric, c'est l'argent en argot. La bouffe, c'est la nourriture en argot. Ces mots sont très courants dans la conversation de tous les jours entre amis. Je rentre du boulot, j'ai pas de fric, qu'est-ce qu'on mange pour la bouffe ce soir? Ces expressions sont importantes à comprendre même si tu ne les utilises pas toi-même. Et puis il y a les expressions d'approbation et de désapprobation. Super, c'est excellent. Cool, c'est bien, agréable. Sympa, c'est sympathique, agréable. Nul, c'est mauvais, de mauvaise qualité. Nul à chier, c'est une expression très familière et vulgaire pour dire que quelque chose est vraiment très mauvais. C'est chiant, c'est ennuyeux ou agaçant. C'est galère, c'est difficile ou compliqué. Mon ami, tu as maintenant une vue très complète de la routine quotidienne française, avec son vocabulaire, ses expressions, ses habitudes culturelles et ses nuances linguistiques. Tu sais comment décrire chaque moment de ta journée en français, du réveil au coucher, en passant par le petit déjeuner, le trajet, le travail, le déjeuner, la soirée et les activités du week-end. La clé pour progresser en français, c'est de pratiquer régulièrement. Et quoi de mieux que de pratiquer avec des sujets que tu connais bien, comme ta propre routine quotidienne? Essaie de décrire ta journée en français, dans ta tête ou à voix haute, quand tu fais tes activités habituelles. Quand tu te réveilles, dis-toi en français je me réveille. Quand tu prends ton petit déjeuner, décris ce que tu manges et ce que tu bois en français. Quand tu vas au travail ou à l'école, pense à comment tu te déplaces et décris-le en français. Cette pratique mentale, c'est ce qu'on appelle la pensée en français. Plus tu penses en français, plus tu parles en français naturellement. Et plus tu parles en français naturellement, plus tu deviens vraiment francophone. Francophone, c'est une personne qui parle français ou qui est liée à la culture française. Le monde francophone est immense. On parle français sur tous les continents. En Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie. C'est une langue véritablement internationale. Et toi, mon ami, tu fais partie de cette grande communauté de gens qui apprennent le français et qui s'ouvrent à cette langue, à cette culture, à ces façons de voir et de vivre le monde. C'est quelque chose de formidable. Formidable, c'est fantastique, extraordinaire, impressionnant. C'est un mot qu'on utilise beaucoup pour exprimer l'admiration et l'enthousiasme. Alors continue, ne lâche pas, persévère. Ne lâche pas, c'est une expression très française pour dire ne t'arrête pas, continue malgré les difficultés. Et persévérer, c'est continuer à faire des efforts même quand c'est difficile, même quand on a envie d'abandonner. Parce que le français, comme n'importe quelle langue, demande du temps, de la patience et de la régularité.
Mais il y a encore quelque chose dont on n'a pas parlé et qui fait partie de la routine de beaucoup de personnes. La gestion des tâches administratives. Les tâches administratives. C'est tout ce qui concerne les papiers, les démarches officielles, les rendez-vous. En France, il y a une culture administrative assez développée. Les Français ont parfois la réputation d'aimer la paperasse. La paperasse, c'est un mot familier qui désigne l'ensemble des formulaires, des documents officiels et des démarches administratives. Renouveler son passeport, payer ses impôts, s'inscrire à la sécurité sociale, déclarer ses revenus. Ces démarches font partie de la vie adulte et chaque pays a ses propres procédures. En France, beaucoup de ces démarches se font maintenant en ligne, sur des sites officiels. C'est ce qu'on appelle la dématérialisation. Dématérialiser, c'est remplacer les documents papier par des documents numériques. C'est plus rapide, c'est plus pratique, mais ça nécessite d'avoir un accès à Internet et de savoir utiliser ces outils numériques. Il y a aussi dans la routine quotidienne de beaucoup de gens le moment de consulter les actualités. Les actualités ou les infos, c'est l'ensemble des nouvelles du jour. Rester informé, c'est être au courant de ce qui se passe dans le monde, dans son pays, dans sa ville. Certains lisent le journal papier. Un journal papier, c'est le journal traditionnel imprimé sur du papier et vendu chaque jour dans les kiosques. Un kiosque, c'est le petit commerce dans la rue où on achète les journaux, les magazines et parfois des confiseries. D'autres lisent les nouvelles sur leur téléphone, sur des applications d'information ou directement sur les sites des journaux. Et d'autres encore regardent les journaux télévisés le soir. En France, les grands journaux nationaux incluent Le Monde, Le Figaro, Libération, ou des journaux régionaux comme Ouest France. Ces journaux ont des lignes éditoriales différentes, c'est-à-dire des orientations politiques et des façons de présenter les informations qui varient. Il est toujours conseillé de lire plusieurs sources pour se former une opinion nuancée sur les événements. Parlons aussi des habitudes culturelles liées aux saisons, parce que les saisons influencent beaucoup la routine quotidienne. En hiver, les journées sont courtes. Il fait nuit tôt, il fait froid. La routine hivernale, c'est se lever dans le noir, rentrer du travail dans le noir. On porte des manteaux épais, des écharpes, des gants, des bonnets. Le manteau, l'écharpe, les gants et le bonnet sont les accessoires indispensables de l'hiver français. S'habiller en hiver prend plus de temps parce qu'il y a plus de couches. Couche, dans ce contexte, c'est une layée de vêtements superposés les uns sur les autres pour se protéger du froid. En hiver, on a envie de rester chez soi, au chaud. C'est ce qu'on appelle l'effet cocooning. Cocooning, c'est un mot qui vient de l'anglais et qui décrit cette envie de s'envelopper dans sa maison comme un cocon, de rester à l'intérieur avec des plaids, des bougies, une boisson chaude. Un plaid, c'est une grande couverture douce qu'on utilise pour se couvrir sur le canapé. Et une bougie, c'est un objet qui donne une lumière douce et chaleureuse quand on l'allume. Chaleureuse, c'est quelque chose qui donne une sensation de chaleur et de confort. Au printemps, la routine change. Les journées s'allongent, le soleil revient, les températures remontent. On recommence à aller se promener après le travail. On ouvre les fenêtres pour aérer la maison. Aérer, c'est laisser entrer l'air frais à l'intérieur en ouvrant les fenêtres ou les portes. Et on est de meilleure humeur en général, parce que la lumière naturelle a un effet très positif sur le moral. Le moral, c'est l'état général de l'humeur et du bien-être psychologique. Avoir le moral, c'est se sentir bien.
Avoir le moral dans les chaussettes, c'est se sentir très mal, très triste. C'est une expression imagée et très française. En été, la routine est perturbée par les vacances. En France, les vacances d'été sont un sujet très sérieux. Les Français prennent souvent plusieurs semaines de vacances consécutives en juillet ou en août. Consécutives, c'est quand des choses se suivent sans interruption. 3 semaines consécutives, ça veut dire 3 semaines à la suite. Certains partent à la mer, à la montagne, à la campagne ou à l'étranger. À la mer, c'est au bord de l'océan ou de la mer Méditerranée. À la montagne, c'est dans les zones de haute altitude avec des pics, des vallées et des forêts. À la campagne, c'est dans les zones rurales, loin des villes. Pendant les vacances, la routine habituelle disparaît presque complètement. On se lève plus tard, on mange à des heures différentes, on n'a pas d'horaire fixe. Et c'est justement ça le but des vacances, rompre avec la routine, se ressourcer. Rompre avec quelque chose, c'est le briser, l'interrompre. Se ressourcer, c'est récupérer son énergie, retrouver sa vitalité. Les vacances sont essentielles pour se ressourcer et revenir au travail avec de nouvelles forces et de l'enthousiasme. La régularité, c'est peut-être le conseil le plus important que je peux te donner. Et si jamais tu traverses une période où tu n'as pas envie d'étudier, où la motivation manque, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Pourquoi tu apprends le français? Peut-être pour voyager, pour le travail, pour une relation, par amour de la culture, par curiosité intellectuelle. Cette raison profonde, c'est ton carburant. Le carburant, c'est ce qui fait avancer un moteur. Et ton envie d'apprendre, c'est le moteur de ta progression en français. 20 minutes par jour de français, chaque jour, c'est bien mieux que 2 heures une fois par semaine. Parce que le cerveau apprend et retient mieux quand l'exposition à la langue est régulière et répétée. Chaque jour que tu écoutes du français, que tu lis du français, que tu parles du français, tu construis et tu renforces tes connexions linguistiques dans ton cerveau. Et le thème de la routine quotidienne, c'est parfait pour ça. Parce que ta routine est justement quotidienne. Elle revient chaque jour. Et si tu l'associes au français, tu crées une pratique régulière et naturelle qui s'intègre dans ta vie sans effort supplémentaire. Mon ami, je te remercie d'avoir passé tout ce temps avec moi aujourd'hui. J'espère que tu as appris beaucoup de choses, que tu t'es senti progresser, et que tu as envie de continuer à explorer la belle langue française. La langue française est une langue de précision, de nuances, de beauté. Elle a une histoire riche, une littérature magnifique, une culture vibrante. Et en l'apprenant, tu t'ouvres à tout ça. N'oublie pas d'écrire dans les commentaires le pays d'où tu regardes. Et si tu as aimé ce contenu, partage-le avec quelqu'un qui apprend le français. Parce que partager, c'est multiplier. Et ensemble, on apprend mieux. À très bientôt, mon ami, et bonne continuation dans ton apprentissage du français.